avec toute l'équipe et des invités. C'est Pablo Mira qui est avec nous ce matin. Salut Pablo. Ça va? Oui, très bien, et toi? Oui, je veux connaître votre routine vitalité du matin. Pas la routine beauté. C'est vrai parce qu'on que on est rayonnant. Alors, d'accord. En tout cas, il y a de la vitalité en vous. Je veux savoir, parce que moi je tourne au café depuis 6h10. Bah, nous aussi, ce n'est beaucoup, pas ça. tu sais. Je pense que vous faites autre chose. Du gainage très intensif, du tabasco dans les yeux, il y a un truc. Ouais, on se couche tôt et on aime ce qu'on fait. On se couche à quelle heure? À 22h. Ouais, donc il y a une très grande tristesse de vie quotidienne en fait. Non, on se lève tôt, tu vois, c'est cool aussi. Bon, sois le bienvenu sur Move. Valentin est aussi avec moi. Salut Valentin. Ouais, salut Vivi, salut Pablo. Et oh. Alors ce matin avec Pablo, on va remonter le temps et on repart dans les années 90. Ouais, t'as tout résumé. Pablo Mira, c'est l'homme qui était derrière le Gorafi, le célèbre site d'info satirique français. Tu as bossé quelques années avant de voler tes propres ailes. Aujourd'hui, on te connaît pour tes chroniques sur France Inter ou chez Quotidien. Mais ce matin, tu viens nous parler de ton spectacle, un spectacle sur les années 90 qui s'appelle Pas c'est simple. Pablo, si tu devais convaincre un de nos auditeurs, une de nos auditrices qui est née dans les années 2000, qui n'a pas connu les années 90, de venir voir ton spectacle, qu'est-ce que tu lui dirais? Si il ou elle veut découvrir un monde à part entière, parce que les années 90 c'est des codes, il n'y avait pas de morale à l'époque, on mangeait des choses qui pouvaient nous tuer en un instant. Non, voilà, si cet univers-là peut l'intéresser avec des punchlines de forain, parce que c'est ma marque de fabrique, le pitch est là. Et punchline de forain. Pire des trucs dans les années 90, c'est que tu mettais 10 ans à télécharger un truc en vrai. Ça, j'en parle, le modem 56K. Oui, Vraiment, qui autour de cette table a connu le modem 56K, petit boîtier bleu? Non, on a connu ça. Jeune. Non, moi, j'ai pas connu ça. Moi, je mettais 10 ans à télécharger un épisode de série sur LimeWire. Mais ok, vas-y. Non, mais déjà, donc t'as connu l'époque où on pouvait télécharger des trucs. Il y a eu une époque avant ça où juste t'avais un boîtier qui mettait une demi-journée à s'allumer. Et puis c'était de l'internet rationné. Vraiment, tu devais te partager avec moi. J'avais un grand frère qui était plus puissant que moi physiquement, donc il pouvait avoir le lead comme ça. Et on devait se partager le truc, tu vois. Je devais lui laisser internet 6 heures et moi j'avais une demi-heure, quoi. Pablo, on te connaît notamment pour tes chroniques sur France Inter dans l'émission Quotidien sur TMC, mais ce matin, tu viens nous parler de ton spectacle qui s'appelle Pas c'est simple. Alors, tu seras aux Folies Bergères du 26 au 31 décembre prochain, en tournée aussi dans toute la France. Pendant 1h30, tu proposes une plongée dans la pop culture des années 90. Alors, tout y passe, technologie, gaming, musique, sitcom. Alors, pour commencer, question un peu classique, mais je ne te connaissais pas aussi nostalgique. Pourquoi tu as choisi les années 90? Bah, moi je suis de 85, je suis né en 85 et donc dans les années 90 j'avais vraiment techniquement entre 5 et 15 ans et je trouve que dans une vie c'est une période où notre culture, notre pop culture se forge mais genre très fortement et ce qu'on emmagasine pendant cette période-là, on l'emmène avec nous pendant toute la vie et donc j'avais vraiment envie de partager cette période-là, des codes, des références. Je suis nostalgique de la pop culture, après je suis pas du tout nostalgique de par exemple l'état de la société dans les années 90, de ma propre enfance. Je kiffe tellement mieux ma vie aujourd'hui où je suis à ma place, au bon endroit, au bon moment, de faire ce métier. Je préfère largement aujourd'hui, mais la pop culture, il y a un truc un peu qui peut me manquer. C'est ton deuxième spectacle. Le premier, t'avais ton personnage d'éditorialiste que j'avais développé sur France Inter et que j'avais emmené en spectacle. Mais là, tu pars un peu d'une feuille blanche, quoi. On se disait pas, tiens, Pablo Mira, il va nous sortir un truc sur les années 90. C'est vraiment un truc qui vient un peu de nulle part. Est-ce que ça a été une difficulté de broder quelque chose, de créer tout un spectacle à partir de rien? En texte, non, parce que j'avais cette thématique qui me tenait à cœur, les années 90, et puis j'avais des sous-thématiques, que ce soit la bouffe, la technologie, ce qu'on a évoqué. Donc j'avais du propos, des choses à développer. Après, il fallait les transformer en vanne. La vraie difficulté, ça a été un truc de jeu. C'est-à-dire que quand j'avais mon personnage de éditorialiste, réac, conservateur, j'avais une musicalité, au fait, une façon de parler, au fait, que j'avais créé en fusionnant un peu de Pascal Praud, un peu d'Éric Zemmour. En fait, j'étais allé chercher des musicalités que j'avais fusionnées et ça me donnait un personnage. Là, il n'y avait plus de perso et j'avais jamais fait de spectacle où c'était Pablo Mira, moi, qui parlait sur scène et donc je ne savais pas quel devait être le débit, l'énergie, comment projeter la voix, les différents registres sur lesquels je devais jouer. Donc il y a eu un petit peu un mini vertige comme ça de à quoi ça ressemble ma voix quand je parle sur scène, quoi. Et en fait c'est celle qui n'a pas mué, au fait. Et puis tu l'as rendu aussi très pédagogique parce que bon, les moins de 25 ans et les plus de 60 ans aussi risquent de se sentir un peu exclus parce qu'on se dit on n'a pas forcément toutes les références. Ouais, ça, mais on apprend plein de choses aussi avec toi. J'ai essayé d'être pédagogue de deux façons. En choisissant les refs
les plus grand public, c'est-à-dire par exemple si tu parles des jeux vidéo, faut plutôt aller sur du Mario ou du Sonic, les grandes franchises on va dire des jeux vidéo des années 90, et je pouvais pas aller dans les trucs trop geek parce que là pour le coup je me coupe d'un public trop jeune ou trop vieux. Et l'autre outil qui m'a aidé à faire passer des infos, c'est la mise en scène, parce que je joue avec un écran de toile sur lequel je projette des choses, et ça permet aux gens qui ne connaissent pas les choses dont je suis en train de parler, en tout cas d'identifier, parce que je peux leur évoquer le nom, mais quand ils voient visuellement à quoi ça ressemble, ils font ah oui, c'était ça la tête brûlée, exact. Alors tu parles des jeux vidéo, tu parles aussi de la musique des années 90, on s'écoute un extrait. Musicalement, c'est une décennie exceptionnelle, les années 90. On produisait des Aqua et autres Eiffel 65, hein. Et si encore les morceaux étaient que nuls. Mais non. On a produit des choses très très bizarres musicalement. Des choses comme le rap celtique avec le groupe Mano. Oui. Un genre inventé et enterré la même semaine. Non mais c'était cette période très bizarre de vouloir mélanger des genres musicaux qui n'avaient rien à voir ensemble. On a eu le droit à l'italo dance, au rap opéra. Dans les maisons de disques, c'était buffet à volonté. Hein. Les gars, est-ce qu'on serait pas un album de reggae mormon aujourd'hui ? Voilà, donc globalement, des musiques. Vous vous souvenez de tout ça? Bien sûr. On s'en souvient. L'italo dance, le rap opéra, c'était Warren G. Ouais. Il y a eu des choses comme ça, hein. C'était assez technique à un moment donné. En France, pas forcément des choses qui ont très très bien vieilli, et pourtant c'est toujours des trucs qui passent dans les soirées, notamment ça et les années 80. On est d'accord, c'est le moment où il faut fuir les soirées quand il y a un moment de malaise, on peut aller rechercher du punch un peu plus loin, vraiment. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on est condamné 20 ou 30 ans plus tard à détester les trucs qu'on a adorés je sais pas, j'ai l'impression que c'est des cycles. Vous avez pas cette impression-là à un moment donné, on déteste. Je prends le cas de la banane, l'accessoire de la banane. Il y a eu 15 ans, 20 ans de traversée du désert, et puis Jul, à un moment donné, non mais c'est vrai, a remis des bananes, et c'est redevenu extrêmement populaire. Donc j'ai l'impression que c'est des cycles de... Oui, mais moi vraiment comme un... à la taille, comme un campeur. Il y avait des billes dedans, il y avait des pogs, il y avait une carte... des pogs. Oui, les pogs, évidemment, on jouait avec ça. Ça permet de gagner des cartes Dragon Ball, les pogs. Mais moi, c'est marrant de voir comment les choses reviennent. Donc en fait, ce qui est cool et ringard, je pense qu'il faut un peu prendre des pincettes et se dire, ok, c'est cool ou ringard sur le moment, mais ça se trouve dans 10-15 ans, c'est la nouvelle mode. Si vous venez de vous connecter, on est avec Pablo Mira ce matin. On parle de ton spectacle Passé Simple. Et dedans, c'est vrai que tu parles pas mal de manga. Alors, dans les années 90, c'était assez méconnu, mais aujourd'hui, c'est devenu hyper cool, hyper tendance. Est-ce que tu savoures ce truc-là? J'ai l'impression que t'es un grand passionné, toi, non? Mais tu sais que plus que pas connu dans les années 90, c'était mal vu. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période, quand c'est arrivé au Club Dorothée, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir des dessins animés avec de la bagarre et des gens qui se mettent des gros coups de poing dans la tête, il y a eu une vraie volonté de les interdire. C'était avec Ken le Survivant, Dragon Ball. Oui, parce que Candy, on n'a pas trop essayé de l'interdire. Hasard. Mais il y a eu un moment donné, il y a eu un risque pour les mangas, et c'est drôle de voir 30 ans plus tard que c'est devenu la pop culture, mais un peu comme le rap, qui pour le coup était très marginal à l'époque, et c'est devenu la nouvelle pop. On le voit sur les streams et tout ça, et ça a vécu un peu la même histoire de passer de la marge de la culture à un truc très populaire. Toi, t'étais déjà fan à cette époque-là, ou t'as plus découvert ça sur le tard? Ah non, moi c'est 6 ans, les premières cartes Dragon Ball, ça c'était un vrai choc. Mais tu sais, c'est aussi tout con, ça reste donc une forme de BD, le manga, mais c'est ce qui m'a aussi donné l'occasion et la chance de lire beaucoup. Parce que mine de rien, il y a du texte. T'as des scènes de baston aussi dans les mangas, surtout pour les petits garçons, ce qu'on appelle les shonen et tout. Mais moi, ça m'a permis de lire, parce que les tomes de Dragon Ball, tu les lis, tu les relis et tout ça. Et ça peut être un moyen, je crois, faut pas que ce soit que ça, faut aussi qu'il y ait du Marcel Proust, bien sûr. Mais un moyen de donner à un enfant l'envie de lire, quoi. Tu parles de Dragon Ball, je crois que t'es assez fan de One Piece aussi. Naruto aussi, hein, qui est un peu avant, mais tu sais, ces grands shonen qui permettent à des je dis vraiment ça, à des petits garçons, parce que les filles ont d'autres types de mangas, mais pour un petit garçon, je pense que ça donne des codes et des repères de construction, et c'est pour ça que je pense que
tous ces mangas, les Dragon Ball, Naruto, One Piece, deviennent aussi populaires parce que c'est comme un Harry Potter en fait, c'est que ça te donne des codes et des repères de construction quand t'es un jeune garçon. Et si tu devais en garder qu'un, ce serait lequel? Question un peu difficile. C'est Dragon Ball. Ouais. Non, c'est Dragon Ball Z, bien sûr. Mais pourquoi Dragon Ball Z? Parce que moi, à cet âge-là, où c'était important, donc entre 6 et 40 ans, non, mais c'était vraiment Dragon Ball qui était... J'ai vu ton regard s'illuminer quand t'as dit Dragon Ball. Mais non, mais et ce que j'aime avec Dragon Ball, je vais tout te dire, c'est que comme il y avait moins de propositions de manga, de télé, de tout à l'époque, puisqu'il y avait que 6 chaînes et puis il y avait moins de mangas, et en fait je me suis rendu compte que Dragon Ball, contrairement à un One Piece ou un Naruto, c'est une référence beaucoup plus populaire, une ref manga beaucoup plus populaire, et qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont pas du tout dans les mêmes cercles sociaux ou culturels et qui ont Dragon Ball en commun comme ref, et je trouve que c'est de la culture commune assez forte et qu'on a perdu un petit peu en route. Ça crée du lien quoi. Ouais, vraiment. Et tout à l'heure tu disais quelque chose d'intéressant, que c'était une période que t'aimais mais que tu préférais ta vie aujourd'hui, mais est-ce que tu préfères la société d'aujourd'hui, la manière dont les choses ont évolué ou pas? Oui et non, c'est compliqué. Question un peu complexe. Il y a des choses que je préfère. Par exemple, c'est tout con, mais le confort technologique qu'on a aujourd'hui, on parlait de Internet, les connexions et tout, c'était l'enfer il y a 30 ans, Internet, la qualité de service, tout ça, mais parce que c'était naissant dans les foyers, on a quand même un confort qui est infiniment plus grand, mais notre rapport à la technologie est devenu un peu ambivalent, un peu complexe. Avec tout le dossier, la thématique de l'intelligence artificielle qui est en train de naître, on se rend compte que la technologie, il faut la prendre avec les pincettes, alors qu'à l'époque, Internet était arrivé, on a tout pris d'un coup, on a dit c'est super, vraiment, on va pouvoir télécharger des trucs et voir des trucs à l'infini. Donc on a un rapport un peu plus compliqué quoi. D'ailleurs c'est un peu aussi la conclusion du spectacle. Tu dis les années 90 c'était une des dernières périodes un peu légères si on prend pas en compte la vie des femmes. Ouais, non mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai appelé le spectacle Passé simple, c'est que je voulais pas tomber dans un constat qui est c'était mieux avant ou c'était moins bien avant. Je voulais pas tomber dans un truc manichéen. Le seul constat que j'ai réussi à poser et qui je crois est un peu correct, c'est que c'était plus simple. Pas forcément pour le mieux, pas forcément pour le pire. Et pas forcément pour tout le monde non plus. Oui, exactement. Je donne un exemple aussi dans le spectacle, c'est par exemple la sexualité, la question du genre. C'était beaucoup plus simple avant, parce qu'on voyait les choses de manière très binaire, homme, femme et tout, et ça s'est complexifié avec le temps, mais c'est plutôt une bonne chose, puisqu'en fait, il y a des gens qui étaient invisibilisés, qui se sentaient pas représentés, qui ont maintenant leur place dans la société, mais paradoxalement, saisir tout ça, toutes les diversités, toutes les nuances, c'est un petit peu un boulot d'apprentissage, et donc c'est un peu plus complexe aussi. Bon, on est toujours avec Pablo Mira ce matin. Alors, ton spectacle Passé simple, je le rappelle, donc, aux Folies Bergères du 26 au 30. Très belle salle, les Folies Bergères. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Ça vaut même pas le coup d'aller dans la salle où il y a le spectacle, puisque avant, l'entrée est magnifique. C'est vraiment très instagrammable. Oui, mais c'est vrai. Il y a des colonnes magnifiques. Il y a une moquette en saumon fumé. Enfin, il y a des trucs exceptionnels dans cette salle. Restez dans le hall limite. Oui. Puis je parlerai très fort pour que vous m'entendiez depuis le hall. Non, mais vraiment, c'est une des plus belles salles, je pense, qu'on ait à Paris concrètement. Alors, ce sera pour ton spectacle Passé simple. On en parlait. Mais alors, juste avant ça, parce qu'il y a peut-être des auditeurs et auditrices qui te connaissent comme le mec du Gorafi, que tu as confondé c'est en 2013 déjà. C'est 2012. 2012. C'était la première fois que tu étais payé pour faire des vannes? 2012, on n'était même pas payé encore. Il n'y avait pas de modèle économique et tout ça. C'est avec Sébastien Lébus, avec qui on a lancé le Gorafi. On en faisait juste des vannes parce qu'on adorait un type de satire qui vient vraiment des États-Unis. C'est les gens de chez The Onion qui ont vraiment popularisé ce type de satire. Et on faisait ça que pour le plaisir. Moi, j'étais journaliste à l'époque. Sébastien était photographe à Direct 8, si je dis pas de bêtises. Et on faisait ça que pour le plaisir. Et on a vu que ça a marché pendant 6-7 mois. On s'est dit, oula, attention, il y a peut-être moyen d'en vivre. Et c'est en 2013 qu'on a commencé à en vivre. Et là, le soulagement existentiel que ça a été d'arriver à vivre de son écriture de vannes et tout, et de trouver sa place, c'était un vrai soulagement. C'est marrant cette transition parce que tu étais un journaliste classique et talentueux en même temps. Oui, évidemment. Il y avait une qualité d'écriture, d'approche et d'enquête. Mais t'as switché un peu pour continuer à faire des articles, mais avec des vannes dedans. Oui, mais en fait, je pense qu'avec le recul, le Gorafi a été le point de bascule entre le monde de la comédie et le monde du journalisme. C'est-à-dire que j'arrivais pas à aller sur scène de manière
manière régulière, parce que c'est assez terrifiant quand tu commences la scène, que ce soit en comédie club ou en mode théâtre, ça fait vraiment peur. Et puis il y a des échecs au début, et l'échec quand tu fais de l'humour, pour l'ego, la peur du bide. Non mais c'est tellement dur à vivre, un bide. Quand tu fais un bide, dans ta tête il se passe concrètement un truc du genre, j'ai l'impression que les gens me disent que c'est mieux si j'existe pas. Tu vois ou pas? Et à vivre, mais c'est très très dur. Et moi, à chaque fois que je prenais un bide, je mettais 2 ou 3 mois à remonter sur scène, tellement c'est déplaisant et c'est horrible comme expérience. Donc je pense que le Gorafi, comme c'était de l'écriture, qu'on était caché un peu derrière ce truc de site, et que c'était une écriture journalistique, et ben ça a été un point de bascule qui m'a permis au fait d'aller doucement vers la comédie, mais sous une forme journalistique et un peu dépersonnalisée, quoi. C'était quoi ton article préféré, celui dont tu es le plus fier encore aujourd'hui? Non, alors il y a ceux qui ont scoré très fortement, mais il y en a un qui m'a appris quelque chose sur la vie en société. C'était, j'essaye de vous refaire le titre exact, Toulouse, 2 points, il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat. Puisqu'évidemment, dans le sud-ouest, les amis, on dit quoi? Chocolatine. On dit chocolatine. Et donc, cet article, vraiment, à l'époque, on disait le buzz, ça a buzzé. Mais genre vraiment, il a été lu par 7 ou 8 millions de personnes. Mais ce que ça m'a appris, c'est qu'il y a eu 2 réactions premier degré. Il y a eu les gens un peu de Paname, les grandes villes, mais pas du sud-ouest, qui ont dit ils sont fous dans le sud-ouest quand même, ils sont trop attachés au mot chocolatine. Et ils ont cru que c'était vrai. Et il y a eu la réaction des gens du sud-ouest qui ont cru que c'était vrai et qui ont dit bien fait quand même, on dit pas pain au chocolat. Tu vois. Et donc ce que ça m'a appris, c'est que les gens croient à ce qu'ils ont envie de croire. On a tous des visions du monde dans nos têtes, et à un moment donné, quand ça colle, on se met à croire au premier degré, même quand c'est faux, quoi. Mais qu'est-ce que tu te dis quand tu vois aujourd'hui que la réalité rejoint un peu la fiction? C'est devenu une ref, le Gorafi. Des fois on voit des infos et on se dit mais attends, ça vient du Gorafi ou pas? Alors que pas du tout, tu vois. Ça met un peu de, quand tu fais de la parodie en tout cas, et de la satire avec de la caricature, ça met un petit challenge artistique, c'est-à-dire que tu dois créer une exagération quand même, mais qui doit être plus forte que la réalité. Alors il y a des personnalités qui sont quasiment injouables, type Donald Trump. Trump, quand tu fais de la satire et de la caricature, c'est pour ça que les mecs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, là ont fait une saison blanche où ils n'ont pas bossé, parce qu'au fait techniquement ils auraient dû parler de Trump, mais ils l'ont dit comme ça, ils ont dit Trump il est imbattable en satire. Parce qu'on ne saura pas si c'est... comment tu fais pour être plus exagéré que ce qu'il est déjà, tellement il est excessif. Donc quand tu fais ça, ce type de comédie, c'est compliqué, c'est des vrais challenges. Même si tu fais plus le Gorafi, t'es quand même encore tout le temps dans l'actualité. Sur Quotidien, tes chroniques, elles se basent beaucoup sur l'actualité. Évidemment, t'en joues, mais quel rapport, toi, t'entretiens avec l'information, l'actualité? Est-ce que t'es atteint un peu par ce qui se passe, ou est-ce que c'est juste un matériau pour faire des blagues? C'est entre les deux. Alors, je suis fatigué des fois. Ce qu'on appelle, tu sais, la fatigue informationnelle. Il y a trop d'infos, c'est dur et tout ça. Et puis surtout, quand tu mates les chaînes d'infos en continu, ce que je fais, il y a des boucles, tu sais, de 15-20 minutes et qui tournent, et c'est un peu abrutissant. T'as l'impression d'être dans Un jour sans fin avec Bill Murray, tu sais, où t'es bloqué dans la même journée. Donc c'est un peu dur. Et en même temps, moi, c'est ce que j'aime raconter, c'est le récit de l'époque, du siècle, et comment tu fais des blagues dessus. Donc j'ai un rapport un peu ambivalent. Je devrais m'arrêter, et en même temps j'ai l'impression d'être quelqu'un qui a envie d'arrêter de manger de la viande et qui n'y arrive pas, parce qu'à un moment donné c'est trop bon le steak d'info, tu vois. Et donc je suis un peu tiraillé. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu t'interdis de faire des blagues? Le rap, essentiellement. Le rap, pas avec le rap. Non, il y a des sujets sur lesquels il faut, quand il va, en tout cas, le réfléchir un peu plus. Si jamais tu parles du conflit au Proche-Orient, tu sais qu'il y a des réactions émotionnelles très fortes, donc tu as intérêt, dans ton propos derrière ta vanne, à être le plus juste, le plus équilibré possible. C'est des trucs où tu cogites un peu plus que si tu vas sur le Black Friday, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas injouable, mais ça demande un peu plus de recul et de prudence. Et comment tu sais qu'une blague a fait mouche? C'est vraiment les réactions sur le plateau? C'est ce qu'il y a de bien en comédie ou en humour, c'est que tu as la réaction sonore des gens, et qu'à un moment donné le rire physique, c'est assez imbattable comme indicateur, quoi. Merci Pablo d'être passé. En plus, c'était cool. C'était très bien. Vous avez passé un bon moment. J'aimerais qu'on débriefe ensemble. Et toi alors? Oui, ça va. La fatigue s'est estompée. Mais je vois ça. T'es en train de te réveiller là. Je là. pense qu'on m'a mis quelque chose dans mon eau.
qui est violette. Il n'y a pas de raison que de l'eau soit violette. Donc je pense qu'on a mis quelque chose dans mon eau pour me réveiller. Tu sais que tu peux rester avec nous si tu veux. On est là jusqu'à 9h. Hein. Voilà. Pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. C'est quoi le disque qui arrive? C'est quoi le single de titre qui arrive? Attends, oula, Tupac, California Love. Ouais, ça te plaît? pas mal. Ouais, j'aurais préféré All Eyes on Me pour tout vous dire, mais. Ok, bon, écoute. Mais bon, la Californie, c'est pas mal. Il y a les JO. On se prépare pour dans 4 ans. Merci d'être passé nous voir. On te retrouve dans l'émission Quotidien, évidemment. Et puis sur scène pour ton spectacle Passé Simple, je le rappelle, Folie Bergère, 26, 27, 28, 29 et 31 décembre. Et un peu partout en France jusqu'en juin 2025. Allez prendre vos places. Merci Pablo. Et donc, merci à vous.